Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Medify, la chaîne YouTube de l'actualité crypto et de l'actualité autour de la psychologie clinique et les outils du Web 3.0. Aujourd'hui, nous allons faire le tour des ETF demandés par les grosses filiales de la finance traditionnelle du côté de l'Amérique et qui bien évidemment commencent à connaître une certaine extension au niveau du globe dans son entièreté. Pour ma part, je dirais déjà que l'ETF BlackRock ne sera pas du tout favorable au Bitcoin et bien évidemment aux attentes de l'univers de la cryptographie basée sur la décentralisation et la reconnaissance de tous comme capable de donner son mot dans la gestion de la circulation de la valeur sur la blockchain. Et il ne fait aucun doute que la demande d'un fonds négocié en bourse Bitcoin par BlackRock et le flot de concurrents qui a suivi a stimulé les partisans de la hausse. Et notamment quand on parle des partisans de la hausse ici, il s'agit bien évidemment des traders, des institutions du trading, de la finance traditionnelle et tous ceux qui font dans ce secteur d'activité. Encore que, selon eux, cela pourrait être le signe d'un changement dans la sphère réglementaire et cela pourrait permettre aux masses de s'exposer au Bitcoin, chose bien évidemment qui serait une aberration dès lors que nous partirons des arguments que je proposerai tout à l'heure, des arguments dont je vous invite à apporter critique si jamais vous y trouvez des manquements, des lacunes, etc. Donc, s'il y a, n'est-ce pas, s'il y a une part de vérité dans ces déclarations, il convient de prendre du recul et d'examiner la situation dans son ensemble. Et analyser la situation dans son ensemble nous amène à nous ne devrions pas vivre un monde où la simple possibilité qu'un ETF Bitcoin se concrétise aux États-Unis fasse exploser le marché. Et l'impact potentiellement surdimensionné de BlackRock sur la trajectoire du prix du Bitcoin qui actuellement se négocie aux alentours de, si je ne me trompe pas, des 28 310 $, oui, si je ne me trompe pas, devrait donner à tous les membres de la communauté du Bitcoin l'occasion de réfléchir plutôt que de se réjouir. N'oubliez pas que BlackRock représente une institution financière qui gère presque 10 trillions de dollars d'actifs sous réserve. Vous voyez? Et s'il fallait pousser encore là-dedans, il faut dire qu'un ETF Bitcoin au comptant serait clairement un moyen simple pour les fonds de retraite américaines de s'exposer à la hausse du Bitcoin et il est très possible qu'un ETF apporté aux États-Unis entraîne une appréciation significative du prix des années qui suivent. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que l'ETF est une valeur spéculée. L'ETF renvoie à une représentation d'un actif. Ce n'est pas l'actif lui-même, mais c'est la représentation de l'actif via, je dirais, via une action qui reflète la valeur de l'actif réel en question. Et très souvent, cette action-là permet de moyens de spéculation pour pouvoir juguler la valeur même de l'actif. Et vous comprendrez que tout ce qui est fondé sur de la spéculation conduit nécessairement à l'échec de l'objet qui est défendu antérieurement. Donc, parce qu'on sait déjà ceci, il faudrait savoir que les questions auxquelles on devrait essayer de poser une certaine réflexion, c'est qu'est-ce que cela apportera à la cause du Bitcoin? Bitcoin qui, lui, dans sa cause, défend la décentralisation de la finance et le don du pouvoir aux non bancarisés de pouvoir interagir avec le monde de la finance, sans oublier le fait de vouloir révolutionner la façon dont nous interagissons avec l'argent au niveau mondial. Et quand on regarde à peu près les allures dans lesquelles les ETF sont en train de se constituer, on comprend clairement que rien de ces valeurs défendues par l'univers de la crypto-monnaie n'est envisagé. Le fait de voir déjà ces institutions intervenir dans l'écosystème interpelle tous ceux qui
de près ou de loin, ont eu à subir les conséquences d'une mauvaise gestion de la finance et d'une manipulation de l'univers de la finance via les institutions. Et donc, vous voyez, si je fais cette vidéo, c'est bien évidemment parce que cela sonne comme une alerte et interpelle pour pouvoir déjà se poser toutes les questions qui vont avec. Après, c'est aussi un moyen de sensibiliser tout le monde pour que ceux-ci sachent que il ne faudrait du tout pas adhérer à ces mouvements ou ces initiatives mises sur pied par ces institutions financières qui visent à déresponsabiliser la capacité des investisseurs lambda et bien évidemment à faible potentiel ou à faible influence sur l'échange mondial. Leur objectif, c'est bien évidemment de limiter votre pouvoir d'agir, votre pouvoir d'intervention et de réduire votre capacité de vous représenter et de dire dans ces situations-ci. Ce qui fait que le moment choisi par BlackRock pour se lancer dans les ETF est particulièrement intriguant et a déchaîné, si vous le remarquez très bien, les conspirationnistes. Si un des conspirationnistes, vous m'avez en face de vous, a déclenché les conspirationnistes compte tenu des poursuites engagées par la Security and Exchange Commission des États-Unis contre Binance et de Coinbase. Et ce que je dis, ça c'est vu que quand je fais une analyse comme celle-ci, pour ma part, tout ceci n'est qu'une forme de stratégie et un moyen de détourner l'attention des investisseurs. Et c'est là que je pense qu'on a quand même remarqué les investisseurs étaient davantage d'accord pour pouvoir encourager ces institutions-là à supporter le cours de la SEC. Parce que à une période comme celle-ci où vous remarquez qu'après que la SEC est suffisamment fatiguée, Coinbase, Binance, sans oublier Kraken qui est aussi attaqué, KuCoin qui a fini par quitter les États-Unis. Si on remarque bien, à la suite de tout cela, il y a BlackRock subitement qui apparaît et il veut un ETF. Il veut faire une demande de la possibilité pour son institution d'offrir un service d'ETF à partir desquels les investisseurs pourront passer. Encore que si vous remarquez aussi, BlackRock c'est une institution suffisamment cotée en bourse et qui a un seuil de confiance vis-à-vis de ses utilisateurs. Et en surfant sur ce seuil de confiance, vous voyez que offrir ce service d'ETF au d'ETF Bitcoin lui permettra de faire quoi? De davantage orienter les investisseurs vers sa structure et bien évidemment dégrader suffisamment l'univers de la cryptographie. Parce que quand ces investisseurs passent par la structure de BlackRock, cela donne quoi? Cela donne le fait qu'ils ne veulent pas avoir la responsabilité de gérer leurs propres finances. Or, l'univers de la crypto prône quoi dans sa philosophie? L'univers de la crypto et de la décentralisation, je précise, voudrait dans sa philosophie que tout le monde puisse être responsable de la finance. Et cette responsabilité donc implique que tout le monde maîtrise l'écosystème, tout le monde se sacrifier une part de sa liberté pour pouvoir agir sur le consensus du Bitcoin et bien évidemment favoriser son évolutivité. Et bien entendu, ces affirmations ne sont que des spéculations, donc ne me prenez pas au mot. C'est pourquoi vous pouvez donc m'apporter des réserves dans les commentaires et surtout n'hésitez pas de vous abonner et de liker la publication afin de pouvoir recevoir continuellement les vidéos de ce genre. Alors, et s'il fallait ajouter, il faudrait dire que lorsque l'on examine de plus près les détails de la demande de BlackRock, la sonnette d'alarme nous interpelle au plus fort. Et la demande prévoit qu'en cas, imaginez-vous que la demande de BlackRock prévoit qu'en cas de hard fork, c'est-à-dire de bifurcation de la blockchain de Bitcoin, en cas de hard fork, BlackRock peut utiliser son pouvoir discrétionnaire, je veux dire. Il peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour déterminer quel réseau doit être considéré comme le réseau approprié pour les besoins de la fiducie. Et là, c'est grave. C'est un moyen pour lui de gagner en notoriété et en autorité sur la décision qu'il devrait prendre sur ce que les investisseurs auraient fait, et bien évidemment en prenant cette décision sur ce que les investisseurs auraient
fait auprès de sa structure. Et bien évidemment, les investisseurs n'ont aucun contrôle sur Bitcoin. Les investisseurs, eux, déposent des fonds auprès de BlackRock. BlackRock, lui, il se charge de gérer les fonds. Toutefois, la philosophie du Bitcoin reste au niveau de la communauté et de tout ce qui fait échange de valeur au niveau du protocole Bitcoin. Et vous voyez que toutes ces personnes qui s'orientent vers BlackRock, si jamais nous, la communauté, il arrivait qu'il y ait nécessité de faire un fork de la blockchain du Bitcoin, cela engendrerait quoi? Cela risquerait d'engendrer un principe selon lequel BlackRock fera tout pour garantir sa sécurité à lui au détriment de la sécurité de ses investisseurs. C'est à peu près ça. Donc, cette position pourrait être importante car elle permettrait à BlackRock d'essayer de peser sur l'orientation du Bitcoin ou au moins d'orienter les allocations institutionnelles et l'adoption par le grand public. Et imaginez-vous, cela constitue une influence démesurée sur ce qui est censé être un système monétaire décentralisé est clairement une source de préoccupation en soi, mais le problème plus large mais je pense que le problème plus large des ETF est bien évidemment que les investisseurs ne peuvent pas retirer le Bitcoin sous-jacent, puisqu'ils investissent sur quelque chose qui représente le Bitcoin et donc ils n'ont pas un Bitcoin qui est enregistré sur la blockchain du Bitcoin. Et je vous ferai des détails sur ce que c'est que la blockchain ou encore sur l'ensemble des concepts qu'on retrouve dans l'univers de la crypto-monnaie et du Web 3.0. Et donc, c'est dans la propriété du Bitcoin que résident les véritables avantages du Bitcoin. Et c'est celle-là que nous devons défendre. Donc, il faudrait qu'on renforce le respect de l'éthique du Bitcoin. N'oublions pas que le Bitcoin a été créé en réponse directe au plan de sauvetage et à l'assouplissement quantitatif qui ont suivi la crise financière de 2008. Donc, contrairement aux monnaies traditionnelles, le Bitcoin a une offre limitée et est réellement rare et fonctionne avec une gouvernance décentralisée. Et pour beaucoup, ils ne comprennent pas trop souvent ce principe. Quand ils se sentent dans les crypto-monnaies, le principe est d'aller vers la spéculation. Bitcoin est monté, on fait du profit. Ouais. Il ne faut pas aussi se mentir, c'est un des enjeux et un des avantages aussi, l'aspect lucratif de la spéculation sur le Bitcoin dans le marché des échanges. Donc, pour beaucoup, quand ils sont dans l'univers des cryptos, soit c'est sur le coup d'une spéculation et donc n'ont rien compris du tout et vont faire les erreurs conséquentes. Ou alors, ce sont des personnes qui vont entrer parce qu'ils auront saisi les fondamentaux. Quand vous comparez la façon dont le protocole gère la libération des pièces sur Bitcoin, déjà, le protocole est codé de telle sorte que Bitcoin ne détiendra que 21 millions de pièces. Et pour les 21 millions de pièces, ceux-ci seront libérés au fur et à mesure, chaque après 4 ans. Et suivant ce qu'on appelle un halving. Le halving, je ferai également une vidéo pour vous expliquer ce que ça peut être. Ce qu'on appelle le halving. Et chaque halving viendra représenter la division par 2 du nombre de libérations, du nombre de récompenses de pièces de Bitcoin durant la période de 4 ans et pour pouvoir récompenser les mineurs qui sécurisent et maintiennent une certaine fluidité qui sécurisent le réseau et maintiennent une certaine fluidité d'échange sur ce réseau-là. Donc, il y a ça qu'il faut retenir. Or, quand vous revenez sur la finance traditionnelle, le gros problème avec la finance traditionnelle, c'est le fait que la finance traditionnelle soit basée sur des valeurs qui ne reposent sur rien, sur des valeurs qui ne reposent que sur la confiance que nous, les utilisateurs, nous adossons aux supports qui vont représenter cette confiance-là. À l'exemple du billet de banque. Le billet de banque ne représente que le billet de banque, quand on revient sur, si on veut faire un peu de philosophie, le billet de banque en lui-même ne représente rien. Il n'a aucune valeur en soi. Toutefois, la valeur d'un billet de banque dépend de nous. Et c'est la communauté qui fait cette valeur-là. Et cette valeur également est très souvent, elle est reconnue quand elle permet de reconnaître l'effort que quelqu'un aurait produit dans le monde réel. Il est récompensé de ses efforts dans le monde réel par ces billets de banque qu'on va lui rembourser. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, on en vient à
à travailler tellement, mais l'argent que nous recevons ne parvient même pas à reconnaître la valeur de notre travail. Et pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, chaque année qui passe, l'argent que nous gagnons perd de la valeur continuellement à cause bien évidemment du mécanisme qu'on appelle l'inflation. On en a connu au fil des années et 2008 était une une période de crise financière. Voici encore, nous sommes en 2023, en pleine crise financière. Donc, voilà les données sur lesquelles Bitcoin s'est reposé pour pouvoir éviter et redonner donc une certaine lueur, une certaine valeur au travail, une certaine reconnaissance à tout le monde qui interagit sur le réseau. Et c'est pourquoi on va parler de ce qu'on appelle la preuve du travail dans la gestion du protocole du Bitcoin. Je reviendrai dessus, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà à peu près ce que nous tous nous sommes un peu appelés à connaître parce que les ETF Bitcoin semblent en contradiction avec cette philosophie d'autonomisation du Bitcoin. Le Bitcoin vise à autonomiser tout un chacun. Le Salvador, par exemple, lui, il a compris, l'État du Salvador, il a compris que l'enjeu du Bitcoin était d'une importance capitale et il a voté le Bitcoin comme étant une monnaie nationale au point d'en faire une réserve de valeur nationale chez lui et ce qui lui a rapporté pas mal de retours en termes de critique et en termes de valeur également, parce qu'aujourd'hui, il parvient à réveiller et à retourner la situation de crise qui était constamment observée dans son pays, la valeur de son jeton étant suffisamment dévalorisée et il devenait à peu près très dépendant de l'autorité américaine sur son territoire. Bitcoin lui a redonné une certaine autonomie et du coup, c'est ce qui est utilisé sur son territoire national. Et vous voyez qu'avec son approche radicale de l'adoption du Bitcoin comme étant une monnaie nationale, il faut dire que le Salvador est beaucoup plus en phase avec les valeurs du Bitcoin que les ETF demandés par ces institutions-là. Donc, ce sera vraiment un danger de laisser cette prise de pouvoir par ces autorités-là à l'égard du marché des actifs numériques. Donc, vous devez davantage être conscient de tout cela. Continuez de vous saisir davantage des enjeux du Bitcoin, continuez de comprendre davantage ce que Bitcoin implique pour vous, le niveau de responsabilité que cela vous donne et vous devez comprendre que toutes ces institutions-là, le but est de vous rendre vide et pauvre. La preuve, rappelez-vous de cette formule du Forum économique mondial qui dit « Vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux ». C'est-à-dire quoi? Ils sont en train de chercher un moyen de retirer ce qu'on appelle la propriété privée entre les mains de l'humanité pour pouvoir les détenir. Je vous parlerai par exemple de ce qu'on appelle le narratif comment on appelle ça, le narratif de la tokenisation des biens immobiliers, disons ça comme ça d'abord, des biens immobiliers. Le but pour eux ici est de segmenter la planète Terre en morceaux comme si c'était des gâteaux et faire en sorte que nous restons juste dessus, mais ça leur appartient. On a juste à rester dessus. Donc, je pense que ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la clochette de notification. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.